Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Marie-Josée Bolduc et Stéphanie Thibodeau de Santé Canada qui vont nous éclairer sur la situation. Alors bonjour Marie-Josée, bonjour Stéphanie. Alors, voilà, c'est bon? Super. Super, OK. Alors, bonjour, bienvenue à la présentation sur l'étiquetage de l'épicerie à votre domicile. Comme Jacques vous l'a mentionné, mon nom est Stéphanie Thibodeau et je suis accompagnée de ma collègue Marie-Josée Bolduc et on travaille toutes les deux pour Santé Canada. Marie-Josée travaille pour la direction des aliments qui est chargée d'évaluer les risques et les bienfaits des aliments pour la santé. C'est aussi la direction qui réglemente l'étiquetage des aliments qui a un impact sur la santé. Quant à moi, je travaille pour le programme de santé environnementale, dont l'un des mandats est de vous informer et de vous protéger en ce qui concerne les risques pour la santé liés aux produits, aux substances chimiques et à l'environnement. Donc, aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche nos deux programmes, c'est-à-dire la lecture des étiquettes. D'une part, Marie-Josée verra avec vous comment lire et comprendre les étiquettes des produits alimentaires de façon à faire des choix éclairés. Je vous parlerai ensuite des étiquettes que l'on retrouve dans des produits de consommation à la maison, de façon à en faire une meilleure lecture et ainsi réduire notre exposition aux substances chimiques. Au cours de la présentation, on va avoir quelques questions qui vont apparaître sous forme de sondage, donc on vous invite à y participer. Et on va garder du temps à la fin de la présentation pour la période de questions. Donc, sur ça, je laisse la parole à Marie-Josée. Et si je peux me permettre, Marie-Josée, juste pour préciser, si les gens, vous avez des questions, gênez-vous pas, ça nous fera plaisir d'y répondre. Vous n'avez qu'à cliquer le petit QR en bas de votre écran et puis c'est là qu'on va accumuler les questions. Si jamais on n'est pas en mesure de répondre à tout ce qui sera demandé, on fera le suivi là, par la suite. Alors voilà, merci beaucoup. À toi, Marie-Josée. Bonjour à tous. Donc, tel que le mentionnait ma collègue Stéphanie, donc je vais vous faire une petite présentation concernant l'étiquetage nutritionnel. Donc, un peu d'historique avant de commencer. Est-ce que vous vous souvenez de l'époque où il n'était pas obligatoire d'avoir un étiquetage nutritionnel sur les aliments préemballés? Étonnamment, ça fait seulement depuis 2007 qu'il est obligatoire d'avoir un étiquetage nutritionnel sur la plupart des produits préemballés. Depuis ce temps, en 2016, la Santé Canada a mis à jour le règlement sur les aliments et drogues pour améliorer le tableau de valeur nutritive et la liste des ingrédients. Et aussi, en 2018, plus récemment, Santé Canada a proposé de nouvelles dispositions à l'étiquetage sur le devant de l'emballage pour aider les consommateurs à mieux identifier les produits qui étaient riches en sodium, en lipides saturés ou en sucre. Donc, lorsqu'on parle d'informations nutritionnelles réglementées, il y a 3 types d'informations nutritionnelles réglementées. Donc, le premier, vous en avez un exemple ici à gauche en vert. Donc, on parle du tableau des valeurs nutritives et de la liste des ingrédients. Donc, au niveau du tableau de valeurs nutritives, c'est la forme, le type d'information nutritionnelle le plus populaire sur les produits préemballés. Donc, c'est celui qu'on voit le plus. Elle donne l'information au niveau là, des calories, au niveau de la quantité de nutriments dans les aliments. Et aussi, là, elle donne une information au niveau de la valeur quotidienne des nutriments pour une portion qui est donnée. Au niveau de la liste des ingrédients, elle est aussi obligatoire sur la plupart des produits préemballés. Elle doit identifier tous les ingrédients qui composent le produit alimentaire, donc, et ce, d'une manière décroissante, donc du plus important au moins important selon le poids. Le deuxième type d'allégations réglementées, c'est les allégations relatives à la teneur en nutriments. Vous en avez un exemple en haut en bleu. Donc, ce type d'allégation-là, elle est volontaire. Donc, le manufacturier a le choix de l'apposer ou non. Cependant, si le manufacturier choisit d'apposer ce genre d'allégation-là, le produit doit rencontrer des critères très, très précis qui sont énumérés dans le règlement sur les aliments et drogues. Vous avez quelques exemples, comme ici, le bonne source de fer, il y a aussi sans sodium, source de fibres, excellente source de calcium. Le dernier type d'allégation qui est réglementé, c'est les allégations santé. Ce type d'allégation-là, elle est beaucoup plus rare. Elle est beaucoup plus rare du fait qu'elle est très, très longue, elle est très verbeuse, comme on dit, et elle est aussi volontaire. Qu'est-ce que cette allégation mentionne? Elle fait une relation entre un nutriment et un effet sur la santé. Donc, vous avez un exemple ici, là, en haut,
à droite en vert, un taux de cholestérol élevé est un facteur de risque des maladies du cœur. Une portion de cette céréale va fournir 40% de la quantité quotidienne de fibres qui est démontrée comme contribuant à abaisser le cholestérol. Donc, on a une relation entre le nutriment et un effet sur la santé. Et comme vous pouvez voir, c'est quand même assez long comme allégation. Donc, sur une étiquette, ça prend beaucoup de place. Elle est un peu moins populaire là, au niveau des manufacturiers. Donc, quel produit doit comporter un étiquetage nutritif? Donc, un tableau de la valeur nutritive. Le mot-clé ici, c'est préemballé. Tous les aliments qui sont emballés par le fabricant doivent comporter un tableau de valeur nutritive. Donc, on voit ici là, les exemples, les contacts Nougour, les boîtes de céréales ou les pains tranchés. Par contre, les aliments qui sont emballés au moment de l'achat, donc on peut penser à des sandwichs fraîchement faits, les salades dans un comptoir d'épicerie fine ou un plat emporté dans un restaurant, ne sont pas obligés d'avoir un tableau de valeur nutritive. Par contre, il y a certaines exceptions à certains produits qui n'ont pas besoin d'avoir, qui ont une exemption d'avoir un tableau de valeur nutritive. On peut penser ici là, aux fruits et légumes frais, aux viandes, aux volailles, aux fruits de mer ou aux poissons qui sont frais à ingrédients uniques et qui ne sont pas hachés. On a aussi les aliments qui sont vendus dans un point de vente, comme je l'ai mentionné, au niveau des restaurants ou des services alimentaires, donc emballés directement au point de vente. Vous avez les produits préemballés, préparés, transformés, emballés et vendus, soit dans un marché agricole, une érablière ou un très, très petit manufacturier. Il y a aussi les produits qui ont une teneur de calories très faible ou de nutriments très faibles. On peut penser là, au café, au thé, au vinaigre, aux épices. Aussi, les aliments à une teneur alcool qui est supérieure à 0,5 % n'ont pas besoin d'avoir de tableau de valeur nutritive ou de liste des ingrédients. On peut penser là, aux bières, aux vins ou aux spiritueux. Aussi, il est important de mentionner que les portions individuelles à consommation immédiate n'ont pas besoin d'avoir un tableau de valeur nutritive. Donc, je parlais précédemment à l'ouverture qu'en 2016, il y a eu des modifications qui ont été apportées au tableau de valeur nutritive et à la liste des ingrédients. Ces modifications ont été faites principalement pour aider les consommateurs à utiliser l'information sur les emballages des aliments pour faire des choix qui sont éclairés, pour maintenir ou améliorer leur santé. Aussi, on en a profité là, pour mettre à jour, là, selon les dernières études scientifiques, les dernières données scientifiques qui sont apparues. Donc, la première question de mon quiz aujourd'hui, lorsque vous achetez un aliment, un nouvel aliment, avez-vous l'habitude de consulter l'étiquette nutritionnelle avant de décider de l'acheter? Donc, vous pouvez répondre au quiz. On va regarder, est-ce que les gens... Est-ce que j'ai des réponses? Donc, pendant que vous répondez, je peux peut-être mentionner que les modifications réglementaires ont eu lieu en 2016. Cependant, l'industrie s'est vu accorder une période de transition de 5 ans avant d'appliquer les modifications réglementaires. Donc, vous allez voir de plus en plus, là, dans les années 2020, 2021, 2022, les tableaux vont changer. Donc, 98% des gens utilisent le tableau. Wow, je suis très impressionnée, en espérant que je vais réussir à vous apprendre 2-3 petits trucs avec le restant de ma présentation. Donc, en parlant des mises à jour, j'avais une des premières choses que Santé Canada a fait là, au niveau des mises à jour en 2016, ça a été de revoir les quantités de référence dans le règlement sur les aliments et drogues. Les quantités de référence, c'est ce que les manufacturiers utilisent pour établir leurs portions dans le tableau des valeurs nutritives. Donc, les mises à jour ont été faites pour que les quantités de référence reflètent beaucoup mieux ce qu'un consommateur mange en une seule fois, en une occasion. Donc, comme ici, on va parler d'un berlingot de lait au complet et non pas de la moitié, ou d'un bagel au complet et non pas d'un demi-bagel. Donc, ça va refléter beaucoup mieux ce que le consommateur mange. Donc, il va pouvoir évaluer plus facilement la quantité de calories ou de nutriments qu'il consomme en une occasion. Aussi, la portion de référence, donc
les portions qui vont être indiquées sur les contenants vont pouvoir aider à comparer deux produits. Donc, autant pour un produit de consommation d'une portion, comme un berlingot de lait, ou ici, là, au niveau des craquelins, un contenant avec des portions multiples. Donc, les quantités de référence vont être similaires. Donc, on va pouvoir comparer là, des produits qui sont similaires plus facilement là, au niveau des grammes. Oui. Donc, au niveau des changements, des mises à jour sur le tableau de la valeur nutritive comme telle. Donc, j'ai mentionné au niveau des portions qui sont plus représentatives de ce qu'un consommateur va consommer. Aussi, on a modifié les polices, les grosseurs de caractères, donc la grosseur des lettres obligatoires minimales pour autant au niveau là, de la portion qu'au niveau des calories, pour aider à les identifier, à les lire plus facilement. Aussi, il y a eu l'obligation d'ajouter un trait gras en dessous des calories pour vraiment que ça soit plus facile à identifier. Il y a aussi la mise à jour au niveau des valeurs quotidiennes qui ont été actualisées là, pour rendre en compte les nouvelles données scientifiques pour que ça soit plus mis à jour par rapport à ce que réellement un consommateur consommateur canadien a besoin dans son alimentation là, pour rester en santé. Aussi, il y a eu une obligation d'ajouter une valeur quotidienne recommandée pour les sucres qui sont présents dans l'aliment, donc pour les sucres totaux dans l'aliment. Au niveau des vitamines et des minéraux, il y a aussi eu des mises à jour. Vous pouvez remarquer dans le tableau là, original là, à gauche qu'on mentionne la vitamine A et la vitamine C. Vous ne le voyez plus là, dans le tableau de droite. Oui. Donc, pourquoi? Parce que les nouvelles données scientifiques nous ont démontré que les consommateurs, dans leur alimentation, rencontraient les besoins en vitamine A et en vitamine C. Donc, c'est plus nécessaire d'en porter une attention particulière. Par contre, au niveau du potassium, du calcium et du fer, on a remarqué que les consommateurs canadiens manquaient un peu au niveau de l'apport dans leur alimentation pour ces éléments-là. Et c'est des éléments qui sont très importants au niveau là, de la santé, notamment là, le potassium pour une bonne tension artérielle. Et une des choses qui est très importante qu'on a ajoutée dans la réglementation, c'est cette petite note en bas du tableau. Cette note, c'est en fin de compte un aide-mémoire pour le consommateur. Qu'est-ce qu'elle indique? C'est que 5 % et moins, c'est peu, et que 15 % et plus, c'est beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'au niveau de la valeur quotidienne recommandée, si le produit pour une portion donnée, c'est mentionné qu'il y a 5 % et moins, donc un 5, un 4 ou un 3, cela mentionne que le produit a peu de ce nutriment dans sa composition. Par contre, si c'est un 15 % et plus, donc ceci mentionne que le produit est riche, donc il y a beaucoup de ce nutriment dans le produit. Donc ici, on peut voir qu'il y a 22 % de sucre. Ce produit-là, pour la portion donnée, aurait beaucoup de sucre, apporterait beaucoup de sucre dans votre alimentation. Une chose aussi à mentionner sur ce tableau, excuse-moi Stéphanie, si tu peux reculer d'une diapositive. Ce qui n'a pas changé, c'est en fin de compte que les calories sont toujours obligatoires et le 12 éléments nutritifs obligatoires à mentionner. Et aussi, une chose que j'aimerais mentionner, c'est que le tableau de la valeur nutritive n'est pas destiné à faire un suivi de la teneur totale en nutriments qu'un consommateur doit avoir dans sa journée. Donc, chaque personne a des besoins qui lui sont spécifiques. Donc, c'est pas réellement là, à atteindre le 100 % ou à limiter là, à du 0 %. Et de plus, il y a certains nutriments qui n'ont pas de tableau de valeur nutritive, qui ont un apport très important au niveau des nutriments pour votre alimentation. On peut penser là, juste aux fruits, aux légumes frais et aux viandes et aux poissons. Donc, c'est vraiment une idée de la teneur en nutriments de l'aliment et non pas de la composition totale de l'alimentation d'une journée. Donc, je reviens à cette diapositive. Je mentionnais que la petite note en bas de page comme aide-mémoire peut aussi aider à choisir entre deux aliments ou à comparer deux aliments. Vous voyez ici, là, à gauche, la valeur quotidienne recommandée pour des aliments qui ont moins que 15 %, donc qui ont moins de sucre.
qui serait un choix là, à faire par rapport à leur version qui est beaucoup plus sucrée, donc ils ont un 15% et plus. Donc, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de sucre dans leur composition. Donc, si vous aviez à limiter votre quantité de sucre, vous auriez tendance à aller plus vers les produits de la colonne de gauche. La mise à jour au niveau de la liste des ingrédients. Elle a été faite, ces mises à jour-là, pour aider justement le consommateur à mieux identifier et à mieux lire la liste des ingrédients. Les modifications qui ont été faites, la première, très importante, c'est d'obliger tous les ingrédients à base de sucre à être regroupés ensemble en parenthèses suivant la mention sucre. Donc, ce que ça fait, c'est qu'au lieu d'avoir le sucre un peu éparpillé, les ingrédients à base de sucre un peu éparpillés dans la liste des ingrédients, le fait de les regrouper ensemble et de la mettre suite au sucre, ça augmente le poids des sucres dans l'aliment. Donc, au niveau de la liste des ingrédients, ça leur donne vraiment une idée plus réelle de la quantité de sucre qui a été ajoutée. Au niveau de la visibilité, ce qui a été fait, c'est l'obligation d'avoir une écriture noire sur un fond blanc ou neutre. Donc, on n'aura plus des listes d'ingrédients comme celle en haut, là, un fond rouge avec une écriture blanche. Aussi, l'obligation d'utiliser des minuscules et des majuscules. Donc, plus juste des lettres majuscules comme on peut voir en haut. Il y a aussi l'obligation de séparer les ingrédients par des puces pour aider la lisibilité. Et aussi, la hauteur minimale, la grosseur minimale des caractères a aussi été réglementée. Donc, les très petites lettres seront plus possibles. Aussi, une autre modification qui a été ajoutée au niveau réglementaire, c'est l'obligation d'identifier les colorants par leur nom commun et non plus juste par le mot colorant. Ce qui n'a pas changé, tel que je vous l'ai mentionné, c'est que les ingrédients sont toujours par ordre décroissant, donc du plus important au moins important par poids. Aussi, l'obligation là, au niveau des allergènes principaux, là, de les identifier de manière facile, donc soit par la mention contient à la suite de la liste des ingrédients, ou encore la possibilité de l'écrire entre parenthèses suivant l'ingrédient qui contient l'allergène important. Donc, je voudrais juste faire une revue là, de l'étiquetage des sucres, ce qui a été mis en place en 2016 pour aider là, à mieux identifier la quantité de sucre dans les aliments. Donc, il y a deux choses. L'obligation d'avoir une valeur quotidienne au niveau des sucres basée sur une quantité là, de 100 grammes de sucre par jour. Donc, c'est la quantité que l'aliment des sucres totaux dans l'aliment. Et avec la mention en bas du tableau que j'ai mentionné, 5% et moins, c'est peu, 15% et plus, c'est beaucoup. On peut facilement identifier si le produit pour une portion contribue beaucoup à l'apport en sucre ou moins à l'apport en sucre. Et aussi, il y a le regroupement là, des sucres dans la liste des ingrédients. Donc, au niveau de tous les ingrédients qui ont été ajoutés, qui sont à base de sucre, doivent être regroupés à la suite du mot sucre. Donc, au niveau des sucres ajoutés, on a une bonne idée là, des sucres ajoutés dans l'aliment. Donc, on va tester vos habiletés ici, un petit quiz pour rendre la présentation agréable. Donc, ici, vous avez deux tablettes de chocolat, la A et la B. Donc, si on suit ce que j'ai parlé précédemment, si vous aviez à choisir la A ou la B, laquelle choisiriez-vous pour limiter votre quantité de sucre? Donc, il va y avoir la petite sondage qui va apparaître. Vous pouvez déplacer la boîte de sondage si vous voulez encore avoir accès là, au tableau. Là. Donc, c'est facilement le déplaçable. Donc, je vais attendre quelques secondes d'avoir les résultats. Est-ce que vous avez choisi la tablette A ou la tablette B? Donc, si j'analyse avec vous, au bout à 97%, mon Dieu, on est bon. Donc, je vais juste analyser avec vous le tableau. Donc, on a les deux tableaux. On va toujours se référer à la portion. Donc, ici, on a une portion qui est similaire. Donc, on regarde au niveau des sucres.
on va voir que la tablette A a 5 de sucre, la tablette B a 12 de sucre au niveau de la valeur quotidienne recommandée pour la portion. Si on se réfère à mon petit tableau, mon petit aide-mémoire en bas du tableau, 5 au moins, c'est peu. 15 et plus, c'est beaucoup. Donc, on a 5 ici, donc on n'a pas beaucoup de sucre. On n'est pas tout à fait à 12 ici, mais on est proche. Si on veut limiter notre quantité de sucre, on irait vers la tablette A. Donc, 97 de vous avez la bonne réponse. Deuxième question sur ce tableau. Si je voulais augmenter mon apport en fibres dans mon alimentation, lequel de ces deux tablettes, la A ou la B, serait le meilleur choix? Encore là, vous allez avoir le sondage. Vous pouvez toujours déplacer, comme je vous ai mentionné, la petite boîte de sondage si vous voulez avoir accès encore au tableau. Donc, toujours la même chose, on va regarder pour la même portion. C'est une portion qui est similaire, on va aller voir notre aide-mémoire. Bon, les deux tablettes auraient en haut de 15 donc toutes les deux, c'est des bonnes sources, des très bonnes sources de fibres parce qu'ils en contiennent beaucoup. Par contre, si je veux augmenter ma quantité de fibres dans mon alimentation, j'aurais tendance à m'en aller vers exactement la A. 96 des gens ont répondu la A parce qu'elle en contient plus, son apport, sa valeur quotidienne est plus importante pour la portion que celle de B. Donc, une dernière question pour vous concernant la liste des ingrédients. Selon cette liste des ingrédients, ce produit contiendrait principalement quoi? A, le blé, B, le sucre ou C, la farine? On va tasser ça. Donc, je mentionnais que les ingrédients sont toujours, tous les ingrédients qui composent le produit doivent être inscrits dans la liste des ingrédients et ceci par ordre décroissant, donc du plus important par poids au moins important. Donc, si je regarde la liste des ingrédients, le fait qu'on ait regroupé tous les ingrédients à base de sucre entre parenthèses suivant le mot sucre fait que le sucre, 96 %, c'est bon. Donc, automatiquement, le poids du sucre comme ingrédient global devient beaucoup plus important. Donc, ce produit-là, principalement, serait composé de sucre. Donc, voilà pour moi, pour ma section. Je vais passer la parole à Stéphanie pour l'étiquetage des produits de consommation. Merci Marie-Josée. Alors, bonjour. Pour ma part, je vais vous parler des étiquettes qu'on retrouve sur les produits de consommation. Alors, pourquoi c'est important de prendre le temps de lire une étiquette? Bien, d'abord, parce que notre étiquette va nous dire le nom du produit. À quoi il sert ce produit-là? Est-ce qu'il y a des dangers particuliers? Comment est-ce qu'il doit être utilisé? Est-ce que je dois porter une protection particulière? Est-ce que je dois mettre un masque, des gants, des lunettes? Et à quel endroit dois-je le ranger? Et s'il y a des dispositions à prendre pour le jeter, est-ce que, par exemple, je dois le mettre dans la collecte de matières dangereuses? Donc, tout ça, c'est des informations qu'on va trouver sur mon étiquette. Donc, j'ai pensé de prendre quelques minutes pour revoir les symboles de danger qu'on pourrait trouver sur les étiquettes. Il y en a 4. Donc, vous voyez ici, il y en a 3 qui sont inscrits dans une forme octogone et un dans un triangle inversé. Donc, la forme octogone, ce que ça veut dire, c'est que le contenu du produit est dangereux. Et le triangle inversé veut dire que le contenant est dangereux. Donc, on va regarder en haut à gauche de l'écran, il y a la main squelette. Donc, ça veut dire que le produit est corrosif, qu'il peut brûler la peau ou les yeux et que s'il est avalé, il va causer des blessures à la gorge et à l'estomac. Donc, des exemples de produits qui sont corrosifs, on peut penser à l'eau de Javel ou des produits de débouchage de tuyaux liquides. Toujours en haut, à droite, il y a le symbole de feu. Donc, celui-là, il veut dire que mon produit, il est inflammable, qui va prendre en feu très rapidement s'il est exposé à une source de chaleur. Donc, certains nettoyants à vitre ou encore de l'alcool à friction sont des exemples de produits inflammables. En bas de l'écran, à gauche, on voit le symbole de la tête de mort, qui veut dire que le produit est poison. S'il est avalé, liché ou respiré, il peut causer des blessures et même la mort. Donc, des exemples sont du combustible à fondu ou encore du liquide lave-glace. Et finalement, dans mon triangle inversé, on voit une petite bombe qui explose. Donc, ça veut dire que mon contenant du produit est explosif. Donc, si la bouteille est chauffée ou brisée,
elle va exploser, elle risque d'exploser. À ce moment-là, les éclats peuvent causer des blessures, particulièrement aux yeux. Donc, la majorité des produits en aérosol sont explosifs. Ici, je vous ai mis, donc je vous dis que mon étiquette, elle renferme une foule d'informations. Donc ici, je vous ai mis un exemple de 3 étiquettes. Donc, en haut à gauche, j'ai une étiquette d'un produit nettoyant tout usage. Si on prend le temps de lire l'étiquette, qu'est-ce qu'on lit? Bien que c'est écrit qu'il faut laisser agir le produit 10 minutes si on veut l'utiliser pour désinfecter une surface. On dit aussi de faire attention que ce produit peut causer des irritations. Donc, peut-être qu'on va porter des gants pour l'utiliser. Ensuite, on dit aussi dans les instructions, on donne les instructions de premiers soins. Et finalement, on dit de ne pas réutiliser la bouteille lorsqu'elle est terminée. Si on passe à l'étiquette en dessous, l'étiquette noire, donc c'est celle d'un nettoyant en vitre un peu plus puissant. Donc, sur cette étiquette, on lit que le produit il est inflammable. Il est également indiqué que ce produit ne doit pas être mélangé avec d'autres produits. Donc, je vais faire une parenthèse ici sur le sujet. C'est important de savoir que lorsqu'on mélange 2 produits, même si c'est 2 produits d'usage courant, ça pourrait entraîner la formation de gaz toxiques qui peuvent causer des empoisonnements s'ils sont inhalés. Donc, c'est le cas, par exemple, quand on va mélanger de l'eau de javel et du vinaigre. Et c'est encore plus dur parce que dans la première vague de COVID, il y a eu beaucoup plus d'appels au centre antipoison concernant des gens qui ont mélangé justement de l'eau de javel et du vinaigre ensemble. Donc, il faut faire attention avec les produits parce qu'ils ne font pas tous de bonnes réactions ensemble. Donc, si on revient à l'étiquette noire, il est tout ça indiqué d'utiliser des lunettes de sécurité lorsqu'on utilise le produit, de le tenir hors de la portée des enfants et encore une fois, on donne les instructions de premiers soins. Et finalement, la dernière étiquette que j'aimerais regarder avec vous, c'est celle d'un contenant pour aliments. Donc, parfois, les étiquettes sont aussi apposées sous forme de pictogrammes, comme dans l'exemple ici. Donc, pour ces étiquettes-là, on lit que le produit peut être mis au lave-vaisselle. Donc, c'est le premier pictogramme, avec une mention d'utiliser le panier supérieur du lave-vaisselle. Donc, c'est écrit en dessous, je sais que c'est un peu petit, là, c'est écrit Top Rack. Et juste au milieu, à côté, le dessin, ça veut dire que le produit va au micro-ondes. Et finalement, le petit flocon, ça veut dire que le produit peut être utilisé pour la congélation. Je vais prendre une minute pendant qu'on parle de contenants de nourriture pour vous glisser un mot sur les contenants à usage unique. Parce que certains d'entre nous, on pourrait avoir tendance à vouloir utiliser nos pots de margarine, nos pots de yogourt, nos pots de beurre d'arachide. Mais il faut savoir que ces contenants-là ont été conçus pour un usage unique et un entreposage particulier. Ça veut dire que s'ils sont exposés à un environnement qui est différent de celui pour lequel ils ont été créés, comme par exemple si on soumet une source de chaleur dans le micro-ondes ou dans le lave-vaisselle, mais à ce moment-là, des produits chimiques du contenant peuvent migrer vers la nourriture et la nourriture peut migrer vers le contenant. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est important de lire les étiquettes et d'utiliser des plats appropriés pour la congélation, le micro-ondes et le lave-vaisselle. Donc, on vient de dire que notre étiquette elle renferme une foule d'informations, qu'il faut suivre les recommandations qui sont inscrites sur l'étiquette. Alors, il va de soi qu'il est important de garder nos produits dans leur emballage d'origine. Comme une image aux 1000 mots, je vous ai mis ici deux photos de produits qu'on trouve souvent à la maison. Donc, à gauche, il y a le produit, un nettoyant à vitre tout au fond. Et au milieu, il y a une boisson sportive. Et dans le petit contenant, j'ai mis, j'ai mis une boisson sportive, mais à première vue, si on les regarde tous les 3, on remarque qu'il est quand même assez difficile de faire la différence entre est-ce que c'est le nettoyant à vitre ou c'est la boisson sportive. Si on regarde mon image de droite, j'ai le même contenant, donc le même petit contenant, mais ici, j'ai 3 substances différentes. Donc, la première contient du sel, la seconde du sucre et la troisième contient de l'acide borique qui est souvent utilisé comme agent de nettoyant. Donc, autant pour mon petit contenant bleu, mon petit contenant avec du liquide bleu, que mon image de gauche, que mes 3 contenants de mon image de droite, comme ils ont été sortis de leur emballage d'origine, il est difficile de savoir c'est quoi le produit. Puis, à ce moment-là, notre premier réflexe, quand on ne sait pas c'est quoi le produit, c'est souvent de le sentir. Mais il faut savoir que l'inhalation de certains produits peut être nocive pour les voies respiratoires. Comme par exemple, je pense à l'eau de javel, ça sent fort, puis si on le sent, des fois, ça nous prend dans le nez, dans les sinus. Donc, il y a certains produits là, qui peuvent nous incommoder s'ils sont respirés.
Puis, en plus, lorsqu'on sort les produits de leur emballage d'origine, bien, on va perdre de l'information importante, notamment en ce qui concerne les premiers soins liés aux produits en cas de mauvais usage ou encore si on doit apporter un équipement particulier. Je vais vous donner un autre exemple concret. Si moi, mon enfant ou quelqu'un qui vient à la maison trouve le petit contenant bleu de mon image de gauche et décide de le boire, et là, moi, ça m'inquiète parce que je ne me souviens plus qu'est-ce qu'il y a dans le contenant. J'appelle au centre anti-poison. La première question qu'ils vont me demander, c'est qu'est-ce qui a été bu? Puis là, moi, tout bêtement, je vais dire, bien, je ne sais pas, c'était dans un pot bleu. Alors, vous savez, en gardant les produits dans leur emballage d'origine, bien, ça va nous permettre de mieux savoir s'il arrive un accident, quelque chose comme ça, bien, d'être en mesure d'être mieux informé, à savoir quoi faire et c'est quoi les premiers soins à prodiger à ce moment-là. Donc, voilà pour la lecture des étiquettes. Donc, on lit qu'est-ce qui est écrit sur mon étiquette et on la garde. Donc, voilà pour ma partie. Alors, ici, je vous ai mis des ressources de Santé Canada. Donc, ici, je vais vous les copier-coller dans l'espace questions-réponses. Le premier, c'est la Maison Saine. Donc, ça, c'est mon département à moi. Vous allez trouver une foule d'informations sur les différentes substances chimiques avec des conseils au niveau de la moisissure, de l'amiante, etc., si vous faites du bricolage avec vos enfants. Et aussi, en bas, c'est les pages liées à la section des aliments et des nutritions et aussi, en fonction de l'étiquetage, il y a un lien qui a été indiqué. Si jamais vous voulez nous suivre, on a une page Facebook et une page Instagram. Donc, vous avez seulement à indiquer comme mot-clé « Canadien en santé ». Et on partage sur notre page Facebook une foule d'informations super intéressantes avec les rappels, les conseils liés à la saison ou encore des petits sondages, des petites questions. Là, donc, c'est super intéressant. Et aussi, vous pouvez télécharger l'application qui s'appelle Rappel et avis de sécurité. On va être très ravis que vous la téléchargez. Mais c'est ça. Donc, voilà, vous allez avoir tous les rappels qui sont liés à la nourriture, aux produits qu'on trouve de Santé Canada. Donc, voilà pour vous. On est maintenant rendu à la période de questions. Donc, on va prendre des questions qui sont liées à notre discussion sur les étiquettes. Merci, Stéphanie. Donc, effectivement, Stéphanie et Marie-Josée vont s'occuper de visiter vos questions et d'y répondre. Et si on n'est pas en mesure de le faire immédiatement, on vous fera le suivi par la suite. Aussi, si jamais vous n'avez pas été en mesure de noter les sites, on pourra vous faire le suivi aussi par courriel pour les références que Stéphanie vient d'indiquer. Alors, voilà. Donc, petit tri des questions. Je vais laisser Marie-Josée et Stéphanie pour la suite. Oui, donc moi, j'ai eu des questions avant la présentation, donc je vais les répondre tout de suite. Au niveau de l'étiquetage du glutamate monosodique, est-ce que c'était une obligation de mettre dans la liste des ingrédients? Oui, tout à fait. Le glutamate monosodique doit être identifié dans la liste des ingrédients et non pas là, juste regroupé sous épices ou autre. Il y avait aussi une question concernant pourquoi sur une étiquette, un tableau de valeur nutritive, on aurait un pourcentage de gras trans, mais on n'aurait aucun gramme ou aucun pourcentage pour le cholestérol. Mais là, on est dans une question de quel type de gras contient l'aliment. Les gras trans et le cholestérol, naturellement, peuvent être présents là, dans les aliments, dans les ingrédients d'origine animale. Donc, lorsqu'on a un ingrédient ou un produit d'origine animale, on va avoir une mention de cholestérol. Par contre, lorsque c'est d'origine végétale, on n'aura pas le cholestérol. Par contre, au niveau des gras trans, il y a des produits comme les margarines dures qui peuvent être un ingrédient de gras trans, même si c'est d'origine végétale. Et le gras trans peut, dans le système, augmenter le cholestérol, là, mais c'est la différence pourquoi des fois on a le cholestérol et le gras trans, et des fois on a juste le gras trans et pas le cholestérol. J'espère que j'ai été assez claire dans ma réponse. Là, si je regarde ici, on a quelques minutes. Pourquoi associer aux protéines dans le tableau de valeur nutritionnelle? Il n'y a pas de pourcentage au niveau des protéines dans le tableau de valeur nutritionnelle pour la raison qu'il n'y a pas de référence, il n'y a pas un minimum ou un maximum de protéines à manger
donc dans une journée. Donc, c'est un produit où vous pouvez faire le suivi de la quantité de protéines ou voir lequel produit a plus de protéines en regardant le nombre de grammes. Mais au niveau de valeurs recommandées de quotidienne, elle n'est pas établie vu qu'il n'y a pas de minimum ou de maximum comme pour le gras ou le sucre ou le sel. Au niveau des gras, je pense que j'ai répondu. Qu'en est-il des gras? Je ne suis pas très certaine de comprendre la question, mais il y a un pourcentage au niveau des gras saturés, c'est les lipides saturés qu'on essaie d'influencer pour diminuer la consommation de lipides saturés. Donc, la mention est obligatoire. Les différents gras sont mentionnés. Je ne sais pas, Madame Proust, si je n'ai pas répondu à votre question, vous pouvez toujours me réécrire. Après ça, j'avais... J'en avais vu un autre. Il y a une question pour toi, Stéphanie, pendant que je regarde le restant des questions, si tu veux voir la dernière. OK, je n'arrivais pas à activer mon micro. Je vois ici qu'il y a une question. Quels contenants peuvent être utilisés pour la congélation? Donc, à ce moment-là, pour la congélation, ça va être indiqué, là, je pense que dans le pictogramme ici, j'avais le flocon de neige qui veut dire que mon produit peut aller au congélateur. Ou encore, là, il y a des sacs réutilisables, des sacs Ziploc qui sont indiqués sur l'emballage. Mais il faut être bien sûr que ce soit indiqué sur l'emballage là, pour être sûr que ça va dans... vous avez dit congélation, je pense que j'ai dit micro-ondes, mais c'est au niveau de la congélation, pardon. Donc, il faut être sûr que ce soit indiqué sur l'emballage. OK. Parfait. Donc, ici, j'avais une question concernant... dans l'étiquetage, que devons-nous surveiller, le lipide ou le sucre? Ce sont... Comme je mentionnais précédemment, une des initiatives réglementaires de Santé Canada était l'étiquetage sur le devant de l'emballage. C'était pour vraiment identifier les produits qui étaient riches en lipides saturés, en sucre ou en sel. Ces trois nutriments qui ont des effets sur la santé qui sont importants et que la population canadienne consomme un peu trop. Donc, oui, lequel devez-vous surveiller? Je vous dirais les lipides saturés et le sucre et le sel, les trois. Mais naturellement, ça dépend aussi de vos besoins à vous. Là, si vous voulez limiter plus votre sucre, si vous voyez que vous avez une consommation très importante de sucre, peut-être vous dirigez un peu plus sur ça. J'avais aussi une question concernant l'étiquetage sur le devant de l'emballage. Quand sera-t-il mis en place? C'est une proposition réglementaire, donc on est encore en train de travailler sur le règlement, sur la proposition. Malheureusement, là, avec la pandémie qu'on a présentement, tout a un petit peu ralenti, mais c'est toujours là, dans nos cahiers de travail, si je peux le mentionner ici. Marie-Josée, Stéphanie, merci beaucoup. C'est fort instructif. Moi, j'ai des petits trucs que je ne savais pas. Donc, merci beaucoup de votre présence. Et puis, on va se dire en personne sûrement à l'année prochaine, effectivement. Donc, merci encore. Continuez votre beau travail.